Bien, rebonjour à toutes et tous. Merci à Nani et à Francis de m'avoir invité. Et au PG 66, du PG 66, c'est pas bien, ce serait mieux de dire au pays catalan du PG, je ne sais pas. Mais bon, je viens de la région parisienne, donc j'ai l'habitude de parler du 9-3, alors je parle du 66. Et on est mieux dans le 66 peut-être. En tous les cas, quand Nani m'a proposé son affiche, j'ai refusé que derrière mon nom, il y ait PCF. Et je demandais qu'il y ait communiste. Je veux dire simplement pourquoi. C'est que si je suis ici, c'est parce que le PCF n'y est pas. Je suis néanmoins communiste et je suis content de l'être, je n'ai pas envie de le renier, mais je représente ici, pas que moi, je représente des milliers de communistes qui sont complètement déconcertés par l'attitude de leur direction. Certains quittent le parti, d'autres légitimistes, disent bon, bah, on attend. Mais en tous les cas, je représente tous ceux qui ont décidé de ne pas rester l'arme au pied et qui s'engagent dans cette élection présidentielle et qui le font en soutenant Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire pourquoi donc je suis là, mais d'un autre point de vue. Point de vue de la nécessité de changer les choses. On ne peut pas ne pas avoir été marqué par le responsable du comité des chômeurs tout à l'heure. Il exprime évidemment une vérité forte. Donc, je suis ici parce que je pense qu'on est dans une période qui a besoin de radicalité et de rupture. De rupture avec les politiques économiques qui ont été suivies, mais de rupture avec les vieilles pratiques politiques de la gauche. Et je suis de ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir que signifie aujourd'hui le mot gauche. Et j'entends bien quelque part que Jean-Luc lui-même ne l'utilise pas très souvent. Donc on a besoin de rupture avec cela. Sur la rupture avec la politique économique. Lim l'a dit, donc je ne vais pas à le redire, il est économiste, donc il sait de quoi il parle, mais ce mandat de François Hollande a quand même constitué quelque chose de radical aussi dans le soutien, non seulement au capitalisme, mais à sa forme la plus exacerbée, qui est l'ultralibéralisme, c'est-à-dire la recherche de profit maximum, de rentabilité financière dans le plus court terme possible, et d'imposer cette règle à toute la société. Parce que quand on donne 40 milliards, il faut les trouver de l'autre côté, et de l'autre côté, on sait ce que c'est. C'est ce qu'on a entendu avec ceux qui luttaient avant notre table ronde. C'est la disparition des services publics. C'est la casse du modèle social français, commencé par Sarkozy, poursuivi par Hollande, d'une façon rectiligne, en quelque sorte. Et cela, ça n'a pas seulement des conséquences économiques, ça n'a pas des conséquences sur la pauvreté, sur la misère, ça a des conséquences sur notre cerveau, sur notre mode de vie. Est-ce qu'on peut vivre durablement dans la société telle qu'elle était décrite par ceux qui luttent? Parce qu'avec l'ultralibéralisme, avec les politiques d'austérité, viennent aussi ces politiques antidémocratiques qui pourchassent les syndicalistes comme la droite le faisait avant. Viennent des pratiques qui modifient notre vie quotidienne parce qu'on est, je pense à l'hôpital, mais ailleurs, on est constamment confronté à un système d'évaluation dans la concurrence entre les salariés. Ce n'est plus un collectif de travail, c'est on se marche les uns sur les autres et on passe un temps fou à être évalué, et évalué en fonction de quoi? En fonction des critères d'une entreprise privée, financière, et pas du tout en fonction de critères humains. Donc tout cela fait qu'on ne peut plus imaginer vivre dans une telle société. Il faut donc construire quelque chose d'autre. Deuxième chose que je veux dire, bien sûr, on la refuse, cette société, parce qu'on est rebelle, j'aime le mot, parce qu'on est insoumis, j'aime le mot aussi, mais deux mots insuffisants. Les Français ont besoin, pour 2017, d'exprimer un vote au positif. C'est ce que nous avons mis dans notre pétition. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une alternative. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai côtoyé Jean-Luc Mélenchon et d'autres, Éric Coquerel, d'autres, dans le front de gauche, et que cette alternative, nous en avons jeté à cette époque-là les bases, qu'il faut modifier, actualiser, etc. évidemment. Mais on en a jeté les bases. Rien que le titre de notre programme, l'humain d'abord, c'est une proposition alternative. Pourquoi on dit l'humain d'abord? On dit parce qu'on ne veut pas de la rentabilité financière d'abord. On veut autre chose. Et j'ai été frappé dans les nuits debout, dans beaucoup de reportages, des gens qui n'étaient pas au front de gauche, à mon avis, qui disaient mais bon, on est là ici, parce qu'ici on parle de l'humain. Donc je crois que c'est très... On posait les termes d'une alternative. Il faut l'actualiser, je disais, j'ai eu l'occasion d'être invité par Éric cette fois dans une université d'été du PG, quand il présentait le programme de l'écosocialisme. Et tu te souviens, j'ai dit à ce moment-là, je voudrais bien être dans un parti qui propose un tel projet de société. Et évidemment, on voit bien à travers ce
Mais d'abord était perfectible, et sur d'autres questions aussi. Et puis il y a d'autres questions à résoudre. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement dire « voilà ce qu'on vous propose, votez pour moi ». On sait que ça ne marche pas, ça fait partie des vieilles pratiques. Donc on a besoin de dire, analysons ce qui s'est passé depuis des années, et nous on va vous dire comment on gouverne. Et par exemple, la première question, c'est comment on ne fait pas comme ce qui s'est passé en Grèce, même si je respecte les gens qui conduisent ce mouvement en Grèce, mais comment on fait pour résister à l'Europe? Et comment on désobéit? Et Jean-Luc a été un des premiers à le dire, dans un équilibre que pour ma part je soutiens. C'est-à-dire, d'abord on négocie, parce qu'on est la France, et si on n'arrive pas à obtenir par la négociation, on désobéit. Mais on a besoin de dire aux Français, voilà comment on gouvernera. De même que dans le monde, on a besoin de dire à l'ensemble de ceux qui vivent sur notre territoire, on fera la guerre tout le temps, sous l'égide des États-Unis, de l'OTAN, ou bien on va revenir d'ailleurs à ce qui était une tradition française, mais mener une politique, j'ai envie de dire, presque non alignée, de main tendue vers le sud, une politique qui permette de concevoir encore une fois un monde où chacun, c'est un autre débat, où chacun ne défend pas son identité propre d'une façon sectaire, mais où chacun pose la question, il y a des identités dans ce monde, elles doivent dialoguer entre eux, et il n'y a pas de construction, de coopération possible si on ne respecte pas les identités de chacun, mais surtout si on considère que les autres vont nous piquer notre identité, parce que c'est ça, au fond, ce débat-là. Il y a eux et eux nous empêchent d'être ce que nous voulons être. Non! C'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est, comme disait le poète Édouard Glissant, je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre, ni me dénaturer pour autant. Et ça, c'est une valeur humaniste, j'aime le mot, c'est une valeur humaniste qui vaut pour chacun d'entre nous, pour chaque personne humaine. Mais ça a une valeur pour les relations internationales. C'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Donc on a besoin de préciser. Ensuite, troisièmement, j'espère que ça va aller, mais troisièmement et quatrièmement. Troisièmement, je pense que je suis ici aussi parce que tout ce qui est imaginé, construit par Jean-Luc Mélenchon et d'autres, ceux qui l'entourent, ceux qui le rejoignent, est une tentative, j'ai envie de dire, parce que soyons modestes, est une tentative de répondre à la crise politique, à la crise de la gauche. Je pense qu'il faut, absolument, je n'en ai pas mes notes, la crise de la politique, c'est quoi? C'est d'abord le fait que la parole politique est complètement décrédibilisée. Parce que la droite au pouvoir et la gauche ont annoncé des choses, la droite en général d'ailleurs a fait ce qu'elle annonçait quand même. C'est plus simple évidemment, puisqu'il s'agit de gérer le capitalisme. Et la gauche n'a pas fait. Et donc les gens au bout du compte ont dit, mais c'est pareil, et ça décrédibilise la parole politique. Donc il faut trouver une forme qui permette de la recrédibiliser. Et pour cela, il faut dépasser les partis. C'est là-dessus qu'a buté le Front de gauche. Le Front de gauche est resté un cartel. Bon, j'étais le responsable du Parti communiste dans la coordination du Front de gauche et j'animais le Conseil national du Front de gauche. Je sais la part de responsabilité qui incombe à Pierre Laurent pour avoir fossoyé le Front de gauche, puisque je travaillais sous sa responsabilité et que je ne pouvais absolument faire aucune proposition. Et que toutes les propositions qui ont été faites, notamment par Éric d'ailleurs, ont été rejetées au bénéfice d'une feuille de route que Pierre Laurent imposait à tous les communistes qui ne leur laissait pas une minute pour s'occuper du Front de gauche. Et puis nous avons buté ensemble, et là il y a une responsabilité partagée selon les moments, nous avons buté ensemble sur le fait de l'adhésion directe. C'est-à-dire que la force du Front de gauche, c'était qu'au-delà des partis, il y avait des personnalités, syndicalistes, du mouvement social, etc., qui participaient, et il aurait fallu leur donner beaucoup plus de place. Et ça, nous n'avons pas été capables de le faire à cause de la crise politique, à cause de la crise des partis. Parce qu'un parti défend sa propre boutique. Et un mal fou a passé au-delà de cela pour poser la question de l'intérêt général. C'est comme ça. Si beaucoup de gens nous ont rejoints dans le Front de gauche qui n'était pas organisé, c'est parce qu'ils se disaient, ben, au moins il y a plusieurs partis. D'accord, nous on dit c'est un cartel, c'est pas bon. Mais il y avait quelque chose de bon dans le fait qu'il y avait plusieurs partis. Et les gens se disaient, je vais au Front de gauche et au moins, je ne serai pas utilisé au bénéfice d'une seule organisation. Déjà, elles ont su dépasser leur propre intérêt pour poser des questions d'intérêt général. Puisque le Front de gauche n'a pas marché, il fallait faire autre chose. C'est ce que tente Jean-Luc, encore une fois, avec la France insoumise, et je m'inscris dans cela, même si
si je vais faire quelques remarques complémentaires pour mon quatrième point. Je veux insister ici, si je suis ici aussi, c'est parce que je crois qu'en 2017, nous pouvons gagner. Que Jean-Luc Mélenchon peut être au deuxième tour et peut devenir le président de la République. Je suis ici pour cela. Et j'ai presque envie de dire que je suis presque uniquement pour cela ici. C'est quelque chose, d'abord, il faut qu'on s'interroge, est-ce que c'est possible? Et oui, c'est possible. Ce qui se passe en Europe, pourquoi ça ne se passerait pas en France? Il y a aujourd'hui des gens qui sont élus au deuxième tour, qui n'ont pas fait 20% au premier tour. La multiplication des candidatures, Sarkozy, Macron, Bayrou, cas de figure possible, mais ça répartit complètement les suffrages. Si nous sommes convaincants, si nous montrons que la seule alternative véritable à ce que nous avons connu depuis des années, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui peut très bien être en situation d'être présent au deuxième tour. La condition pour cela, c'est de rassembler. Alors, vous pourriez me dire, la France Insoumise, ça rassemble. Oui, ça rassemble des citoyens. Mais il faut aller encore au-delà. C'est pour ça que je faisais allusion à ce qui était dit dans ce que j'ai dit sur le front de gauche. Je pense qu'il faut aller au-delà. Parce que je vois autour de moi des syndicalistes, des responsables associatifs, qui me disent « je vais voter Jean-Luc Mélenchon ». Première chose positive. Mais qui ne s'engagent pas vraiment encore. Je dis « mais pourquoi ils ne s'engagent pas vraiment ?» C'est parce qu'ils veulent qu'il y ait la possibilité pour eux de faire le choix de mener campagne pour la victoire de Jean-Luc Mélenchon, mais dans la forme qui leur convient à eux, pas obligatoirement la même que celle qui est proposée. Et ça, je crois que Jean-Luc peut l'entend d'ailleurs. Il y a besoin de ce rassemblement, parce que sinon, ces forces vives, on ne peut pas copier Podemos, la Grèce, etc. Il y a une réalité française. Une des réalités françaises, c'est un très fort mouvement syndical et un très fort mouvement associatif. Et un mouvement syndical qu'on ne valorise pas assez, parce que là encore une fois, l'Europe, on nous propose toujours le modèle allemand, le modèle allemand. Et on nous dit qu'il n'y a pas assez de syndicats. J'entendais tout à l'heure expliquer qu'il disait, nous on est 50%, c'est bien. Oui, bien sûr, la copine a raison de dire ça. Mais le problème est pas là. Le problème, c'est qu'en Allemagne, les victoires syndicales, elles ne bénéficient qu'à ceux qui sont membres d'un syndicat. Alors qu'en France, les victoires syndicales, elles bénéficient à l'ensemble des salariés. C'est l'originalité du système français, lequel vous préférez. Il y a là un aspect justement, de recherche de l'intérêt général qui est formidable. Et donc, il faut qu'on mette en mouvement ces forces-là, parce qu'elles sont essentielles pour gagner. Et donc, il faut qu'on trouve les formes. Il faut qu'on trouve les formes pour que tout ce monde-là puisse cohabiter, créer une véritable dynamique populaire. Je crois que c'est possible. Je crois que Jean-Luc peut complètement entendre cela. Et bien sûr, il faut le faire, moi je le dis là, à l'égard des dirigeants du Parti communiste français, sans préalable. La première question, c'est quand on est un politique qui veut vraiment la transformation sociale, on regarde les candidatures déclarées et on s'est dit, il n'y a qu'une seule candidature déclarée qui porte ce projet de transformation sociale. Donc la première chose que je fais, c'est je décide que je vais soutenir cette candidature. Et après on discute.